bonjour à toutes et à tous. Alors, on est très heureux avec Tanguy Malezieux et moi-même, Nicolas Foisseau, d'animer cette discussion autour de la mobilité électrique dans le cadre de la Semaine verte européenne. Alors, avant de définir un peu plus en détail le sujet, on tenait dans un premier temps à remercier les deux élèves du Master Transport et Développement durable de l'École des Ponts, Benoît Lagardère et Léon Virfollet, qui doivent sûrement nous écouter en ce moment même, pour nous avoir aidés à organiser ces discussions, mais également vous, Monsieur Fortin, Monsieur Schulz et Monsieur Pellissier, pour votre coopération et votre aide tout au long de la préparation de cette table ronde. Alors, pour introduire un peu ces discussions, on vous propose quelques éléments de contextualisation. Aujourd'hui, la mobilité électrique, elle s'envisage actuellement sur le véhicule particulier à batterie. Et cette batterie, elle a une autonomie de l'ordre de 300 à 400 km pour la plupart des véhicules. Or, cette autonomie, dans nos usages quotidiens, elle n'est finalement exploitée à pleine capacité que très rarement, c'est-à-dire soit quelques jours par an, soit pas du tout. Et donc, en partant de l'analyse de cycle de vie du véhicule électrique dans son ensemble, production de batteries comprise, la question d'accroître la capacité des batteries plutôt que d'envisager des systèmes alternatifs pour la mobilité de longue distance et urbaine se pose. Donc, pour en parler avec nous cet après-midi, nous avons Monsieur Fortin. Bonjour Monsieur Fortin. Donc, vous êtes maître de conférence à l'école des Ponts ParisTech, responsable des formations de master et de la formation développement durable à la direction de l'enseignement de l'école. Donc, peut-être que vous pouvez compléter un peu cette présentation et nous exposer votre rapport au sujet qui est la mobilité électrique. Merci Nicolas, merci Tanguy. Donc je salue, bonjour à toutes et à tous et bonjour à Philippe et Serge avec qui j'aurai le plaisir d'échanger pendant cette table ronde. Très rapidement, je suis effectivement responsable aussi du master que vous suivez Nicolas et Tanguy et nous avons fait un MOOC avec nos partenaires de Liftar et de Renault sur la mobilité électrique qui est disponible sur Coursera depuis presque 4 ans maintenant. Pour compléter le tableau que vous avez dressé, ce qui est vraiment frappant, et mes collègues le compléteront, c'est que on a un vrai gros démarrage maintenant de la mobilité électrique. C'est-à-dire que Renault et le groupe Renault a été le premier à relancer le véhicule électrique avec des modèles avec des nouvelles batteries, les fameuses batteries lithium-ion, dès 2011. Avec une gamme qui s'est étoffée et pendant très longtemps, en fait, on a eu quand même une part de marché qui est restée très faible, de l'ordre de 2-3% des ventes, sauf dans certains pays comme la Norvège ou le Danemark. Mais globalement, dans les ventes mondiales, on a eu un effet de démarrage assez lent, plus lent que ce qu'on aurait souhaité. Et ce qui est vraiment frappant aujourd'hui, c'est que les constructeurs en fait, se mettent tous en ordre de bataille de manière extrêmement accélérée, complètement tirés par la réglementation. Et notamment, vous l'avez évoqué, à 2 échelles, une échelle nationale, ou en tout cas pour les grands déplacements, où là, on va être tiré par les engagements tout simplement de la COP 21, et donc l'objectif de neutralité carbone en 2050. Et puis, sur des échelles plus urbaines, ce qui est vraiment très impactant, c'est la mise en place de zones à faible émission, donc d'endroits où la circulation va être réservée à terme aux véhicules électriques. Et quand je dis à terme, c'est pas dans très longtemps, c'est censé être en 2030 pour à peu près une grosse partie de l'Île-de-France, donc c'est demain. Et tout ça dans un cadre où la réglementation sur les émissions des polluants à la fois atmosphériques et les trajectoires CO2 s'est fortement durcie ces dernières années. Et donc on a effectivement cette technologie qui semble être la réponse mise en œuvre par les constructeurs pour permettre de maintenir les systèmes de mobilité tels qu'ils existent, avec grosso modo une part modale de la voiture, en tout cas en France, qui est de l'ordre de 80%. Et donc même si on cherche à développer d'autres modes de déplacement, les mobilités actives, les transports collectifs, etc., on a quand même un mode qui est pour l'instant extrêmement majoritaire, et donc pour lequel il faut trouver des solutions qui sont des solutions techniques, puisque les solutions comportementales, organisationnelles, etc. ne suffiront pas. Je ne veux pas être plus long pour cette introduction. Je vais passer je vous prends la parole. C'est parfait, merci beaucoup. Effectivement, vous avez souligné pas mal de points sur lesquels nous reviendrons ensuite. Du coup, ensuite, nous accueillons Monsieur Schulz.
qui est directeur des technologies électriques et hybrides de Renault. Donc, Monsieur Schulz, si vous voulez bien vous présenter en quelques minutes et pareil, nous énoncer votre rapport au sujet, sur le sujet de la mobilité électrique. Bonjour, bonjour à tous et à tous. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Alors effectivement, d'abord quelques mots sur mon poste, mes fonctions et mon rapport au véhicule électrique. Donc, j'ai été directeur du développement, donc des chaînes de traction électrique et hybride pendant 4 ans, donc jusqu'à l'année dernière. Et maintenant, je suis en charge des avant-projets donc pour l'ensemble de la mécanique de Renault. Donc, il y a évidemment l'électrique, l'hybride, mais aussi les quelques motorisations conventionnelles qu'on va continuer à développer ou offres alternatives et les piles à combustible. On en parlera peut-être un tout petit peu donc, dans le sujet du jour, parce que ça reste quand même des chaînes de traction électrifiées. Et effectivement, alors moi j'ai eu la chance d'accompagner, mais Émeric était aussi pas très loin à l'époque. J'ai eu la chance d'accompagner le changement de stratégie de Renault à la fin des années 2000 là, sur l'électrique, au moment où la décision a été prise à la fois par Carlos Ghosn, mais surtout sous l'impulsion à l'époque de Patrick Pellata, qui était le directeur général délégué aux opérations à l'époque, d'aller vers l'électrique. Et je peux vous dire que autant aujourd'hui, finalement en 2021, ça devient une évidence pour un constructeur automobile d'avoir une offre électrique dans sa gamme, autant en 2006, 2007, quand il s'est agi de prendre cette orientation stratégique pour un constructeur, c'était loin d'être évident. Et déjà à l'époque, la motivation profonde de la direction générale, c'était d'accompagner le changement de l'entreprise vers des véhicules basses émissions CO2 à l'usage et basses émissions tout court. Parce qu'effectivement, un véhicule électrique, c'est à la conjonction en fait, de 3 besoins sociétaux importants. C'est d'abord la réduction des émissions de CO2, vous l'avez dit et Émeric l'a bien rappelé. C'est aussi la réduction des émissions polluantes au niveau local, puisque là, pour le coup, un véhicule électrique est zéro émission à l'échappement. On peut parler du cycle de vie, on peut parler de la production de la batterie, évidemment, et de l'électricité. En revanche, à l'échappement, par rapport à un véhicule essence ou un véhicule diesel, il est indubitable que c'est du zéro émission. Et puis, c'était la sortie du tout pétrole, parce qu'aujourd'hui, on est habitué à un pétrole pas très cher, avec un prix pas très élevé depuis quelques années. Mais si vous vous rappelez, à la fin des années 2000, là, on a eu 2007-2008, on avait eu une hausse du prix du pétrole assez considérable, avec beaucoup de débats sur la dépendance du transport automobile au pétrole. Et le véhicule électrique, c'est aussi la possibilité ouverte au transport automobile de faire abstraction du tout pétrole. Donc c'était la conjonction finalement de ces 3 besoins qui a conduit le constructeur automobile, comme Renault, constructeur Renault, à prendre cette direction avant d'autres constructeurs. Donc, voilà. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir pendant le débat. Oui, exactement. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc, nous avons aussi l'immense plaisir de recevoir Monsieur Pellissier. Donc, vous êtes chercheur en connaissance et modélisation des batteries en usage réel. Et donc, pareil, c'est à votre tour de vous présenter et de nous expliquer votre intérêt pour le sujet. Votre micro est coupé, Monsieur Pellissier. Voilà. Bonjour. Oui, bon, merci et bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, moi, je suis chercheur dans un laboratoire de l'Université Gustave Eiffel de Lyon. Je dirige un laboratoire qui s'appelle Éco-gestion des systèmes énergétiques pour le transport, dans lequel on travaille à optimiser l'énergie dans les véhicules, mais plus largement dans les systèmes de transport. Et moi, particulièrement, ma thématique de recherche est effectivement centrée sur le vieillissement, la caractérisation du vieillissement des batteries dans les véhicules électriques, puisque c'est quelque chose qui est… tout le monde a plus ou moins un jour entendu que la batterie était présentée quand même comme un des maillon faible, on va dire, de l'électromobilité. C'est une batterie qui parfois est lourde, elle est chère, on n'a pas de garantie toujours sur sa durée de vie. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours été
un petit peu présent. Et donc, il y a effectivement eu beaucoup, il y a eu beaucoup de travaux pour arriver à comprendre et à connaître les usages de la batterie et voir pourquoi elle pouvait vieillir ou plus ou moins vite. Donc ça, c'est la mathématique centrale. Et cet intérêt, enfin, mes travaux sur la batterie me font intéresser à ce qui tourne un petit peu autour de la batterie, puisque effectivement, la batterie est centrale dans l'électromobilité. Elle représente un poids au sens littéral et figuré dans le véhicule électrique, dans son impact environnemental. Et donc, il y a effectivement beaucoup de réflexions à mener sur la façon dont on utilise cette batterie, la façon dont on prévoit, puisqu'on a tous aussi été témoins d'une course à l'autonomie. Au début, les véhicules électriques avaient une autonomie réduite de un peu plus de 100, 150 km. Maintenant, on voit des véhicules électriques qui ont des autonomies de plus de 500 km, mais qui qui emportent 600 kg de batterie. Et donc, la spécificité de la batterie par rapport à d'autres sources d'énergie fait qu'il y a des questions qui se posent au niveau de la façon dont on envisage la transition énergétique entre le transport basé sur les hydrocarbures et le transport basé sur l'électricité. Et donc, c'est intéressant de débattre de ça et de regarder un petit peu quelle place la batterie a dans tout ça. Merci beaucoup, Monsieur Pellissier, d'avoir complété ce premier tour de table. Alors, cette table ronde, elle va s'organiser donc par la suite autour de la question suivante. Le véhicule électrique à batterie est-il l'avenir de la mobilité électrique? Et donc, pour y répondre, on vous propose deux grandes parties. Dans une première partie, on va dresser un état des lieux de la situation actuelle de la mobilité électrique et des problématiques qui y sont associées. Donc, on en a évoqué quelques-unes dans ce premier tour de table. Et la seconde partie, elle évoquera quant à elle la mobilité de demain à deux échelles. Donc une première échelle, la longue distance, et une seconde échelle, l'échelle urbaine. Donc voilà pour ce qui sera de la seconde partie. Alors côté pratique, on vous propose le format suivant. Donc on va initier la discussion au moyen de quelques questions de notre part, auxquelles vous, membres de la table ronde, pourront donc répondre directement et n'hésitez d'ailleurs pas à rebondir directement sans notre intervention, du coup, au propos des autres interlocuteurs. Donc, on va ouvrir cette première partie avec une question pour vous, Monsieur Fortin. Aujourd'hui, comment est-ce que se caractérise la mobilité électrique? Quelles sont ses formes? Qu'est-ce qui caractérise le système mobilité électrique en termes de véhicules, de solutions de recharge notamment? Est-ce qu'on va vers l'électrification de la mobilité? Si oui, quelles sont les politiques mises en place qui accompagnent cette mobilité électrique? Et enfin, quelles sont les limites de cette forme de mobilité malgré tout? Alors, très très vaste question, Nicolas. Je vais essayer d'être synthétique pour pas me perdre et pour pointer un peu sur le sujet du jour autour de la batterie. Ce qui caractérise la mobilité électrique, pour l'instant d'abord, c'est qu'elle est multiforme, c'est-à-dire qu'elle caractérise aussi bien effectivement du véhicule électrique, de la voiture électrique que d'autres vecteurs de mobilité, notamment les vecteurs de mobilité dites actives, avec une explosion des vélos à assistance électrique. On voit aussi que dans d'autres domaines de la mobilité, notamment sur les questions de transport de fret, il y a des réflexions qui sont menées et des constructeurs qui commencent à mettre des produits sur le marché, même si l'énergie électrique dans ce domaine-là n'est absolument pas celle qui est considérée comme l'énergie de transition, ou c'est plutôt le gaz pour l'instant qui semble l'emporter en termes d'énergie de transition. Et ce qui est frappant, c'est effectivement que cette mobilité électrique, elle a commencé à se développer pas forcément là où on l'attendait, et notamment dans les campagnes, alors qu'on envisageait que ce serait plutôt une mobilité exclusivement urbaine. Et en fait, elle s'est développée dans les campagnes pour répondre à un des points qui va être essentiel, je pense, dans notre débat aujourd'hui, qui est le réseau de distribution d'énergie. Si on a vu des véhicules électriques se vendre dans les campagnes, alors je ne dis pas que c'est majoritaire, mais ça a été une surprise au début, c'est parce que un certain nombre de personnes sont relativement éloignées d'une station-service à la campagne, et que du coup, le confort de la charge au domicile était un vrai plus en termes de fonctionnalité du véhicule. Et donc, ça pointe la question essentielle de ce fameux réseau de distribution de l'énergie électrique
qui va structurer la façon dont la mobilité électrique va s'organiser au cours du XXIe siècle. Il y a évidemment quelque chose de très injuste entre la mobilité électrique et la mobilité thermique, c'est que la mobilité thermique, elle a déjà son réseau de distribution d'énergie, alors que la mobilité électrique, elle doit le déployer. Alors, certes, on a un réseau de transport et de distribution d'électricité partout sur les territoires. Ça, c'est vrai pour l'électricité standard. C'est évidemment pas vrai pour l'hydrogène. Et ça va être une des grosses limites au déploiement de cette forme de stockage d'énergie électrique, on va dire. Mais pour autant, il faut quand même déployer des bornes de recharge, à la fois chez les particuliers, dans les entreprises et puis sur l'espace public. Même si on sait que les bornes sur l'espace public, normalement, auront peu vocation à servir, que c'est essentiellement des bornes privées qui vont servir à la charge, ce qui a un coût, donc ce qui rajoutait un coût initial au système du véhicule électrique. Mais si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse historique que Philippe pourra amender ou compléter. En fait, au départ du renouveau du véhicule électrique, il y a le projet de Better Place, en Israël, avec Israël qui dit moi voilà, je suis un pays qui n'a pas beaucoup de pétrole et qui dépend donc d'un approvisionnement en pétrole de pays avec lesquels je m'entends plus ou moins bien. Voilà. Et donc, comme j'ai plutôt des petites distances à parcourir, moi je souhaiterais développer une mobilité électrique à batterie sur mon territoire avec un nouveau système de recharge qui était celui prévu par Better Place, qui était ce qu'on appelle le quick drop, c'est-à-dire l'idée de dire que votre voiture, vous arrivez dans une station-service, il y a un robot qui vient prendre votre batterie vide et qui y substitue une batterie pleine. Qui aurait évidemment nécessité que le stack de batteries soit complètement standardisé et qu'on ne soit pas propriétaire de ces batteries. Voilà. Donc, c'était un système très innovant qui avait été envisagé et qui était effectivement relativement calqué du coup sur le système de recharge énergétique thermique, puisque en gros, ça prenait à peu près 3-4 minutes de faire cette opération et donc on repartait avec une batterie pleine en un temps très court. Et ensuite, Better Place a fait le tour des constructeurs pour savoir lesquels étaient intéressés à partir avec eux. Et c'est Renault qui s'est positionné sur ce système-là. Et donc, on avait un double système, à la fois le véhicule électrique à batterie lithium-ion, ce qui était une évolution majeure par rapport aux batteries au plomb des années 90, dans lesquelles les constructeurs s'étaient lancés et puis ça n'avait pas marché, ils n'en gardaient pas un très bon souvenir. Mais donc, on avait une première révolution qui était la batterie à lithium qui a été développée pour nos appareils électroniques. Et puis, la deuxième révolution, c'était la révolution de la charge avec ce système de quick drop. Il se trouve que ce système n'a pas fonctionné. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne sais pas si Philippe pourra nous donner plus de détails là-dessus, mais Better Place a fait faillite. Et donc, on se retrouve effectivement avec aujourd'hui un véhicule électrique à batterie lithium-ion qui doit déployer un réseau de charge proche en tout cas, qui est conçu fonctionnellement comme devant être proche de celui qui existe pour le véhicule thermique, en tout cas en Europe. Parce que dans d'autres pays, comme la Chine par exemple, qui vient du deux roues, et donc à la fois avec des besoins de mobilité qui sont peut-être moins forts en termes de longue distance, on ne va pas forcément les faire en véhicule à 2 ou 4 roues, et à la fois avec une habitude d'avoir un véhicule de roues qui a une faible autonomie. Cette question de l'autonomie ne se pose pas tout à fait de la même manière, le ressenti n'est pas de même nature. Mais effectivement, ce que vous avez dit est vrai, et je m'arrêterai là, même si j'ai répondu qu'à un huitième de ce que vous avez évoqué, mais c'est pour laisser Serge et Philippe compléter cette partie-là. Ce qui est vraiment frappant, c'est que la très grande baisse du coût des batteries de ces 10 dernières années, qui est passée d'à peu près 600-700 euros du kilowattheure à aujourd'hui moins de 100 euros, je ne sais pas les chiffres exacts, mais on doit être dans ces eaux-là en tout cas, on n'est plus très loin de ça. Eh bien, cette baisse, au lieu d'être affectée à une baisse du coût du véhicule électrique, elle se retrouve effectivement affectée à une hausse de leur autonomie. Alors que, comme l'a dit Serge Pellissier, en fait, cette autonomie, on ne l'utilise que très très peu au quotidien et en fait, on va l'utiliser que très exceptionnellement pour des usages particuliers de son véhicule, c'est-à-dire effectivement les départs en week-end, les départs en vacances, mais qui représentent en fait une petite partie des kilomètres que beaucoup de véhicules, notamment les seconds véhicules, mais même un certain nombre de véhicules principaux, réalisent. Merci beaucoup, Monsieur Fortin. On va peut-être demander à Monsieur Schulz de réagir du coup, directement sur la mobilité électrique telle qu'elle a été dessinée par
par Monsieur Fortin. Du coup, Monsieur Pessier, en termes de technologie, voilà, qu'est-ce que les constructeurs proposent aujourd'hui en termes d'innovation, de marketing? Comment convaincre les usagers de passer à l'électrique et comment est-ce qu'on gère un peu la longue distance? Bon, alors, effectivement, moi aussi, je pourrais prendre une demi-heure pour répondre aux différentes questions, mais j'essaie de ne pas le faire, et puis il faut que le débat soit un peu vivant là. Donc d'ailleurs, je propose à Serge Pellissier, à Aymeric, de ne pas hésiter à m'interrompre hein, et puis à intervenir. Je pense que ça peut être plus riche. Donc je vais essayer de reprendre quand même point par point les différents items. Alors d'abord sur les clients du véhicule électrique. Hein. Parce qu'Aymeric l'a abordé au départ, hein, on a tous été surpris, là, chez Renault en particulier, de voir qu'effectivement, on avait une adhésion assez importante au départ au niveau des clients particuliers là, sur les habitants des campagnes, pour les raisons qu'Aymeric a citées et qui sont très vraies, qui sont très, très vraies. Le deuxième point important, il faut bien savoir que d'abord, dans le vente des véhicules au global, hein, en France, le client moyen aujourd'hui qui achète un véhicule, le client particulier moyen qui achète un véhicule, il a 53 ans en France. Hein. Donc, déjà, pour situer un tout petit peu, là, la plupart des personnes achètent des véhicules en seconde main, donc des véhicules qui ont déjà été utilisés. Hein. Et puis, le principal canal de vente aujourd'hui pour les constructeurs automobiles, pas spécialement Renault, c'est les flottes. Hein, donc, c'est plus de 50% de nos ventes hein, aujourd'hui. C'est vers des flottes et après, ça rentre dans le marché commun. Mais les clients particuliers, ça prend moins de 50% et ces clients particuliers qui achètent un véhicule neuf sont plutôt âgés. Donc ça, c'est pour situer. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, aujourd'hui, les clients qui achètent les véhicules électriques sont plus jeunes que la moyenne des clients qui nous achètent des véhicules essence ou diesel. Donc on a, et ça c'est très important, on a plutôt un rajeunissement, c'est-à-dire que l'offre électrique semble attirer les jeunes dans les clients particuliers. Ça c'est quand même un point essentiel. Le deuxième enseignement qu'on a aujourd'hui, là, des suivis que l'on a sur les véhicules que l'on vend, c'est que les véhicules électriques sont très utilisés et parfois beaucoup plus que ce que l'on attendait. Donc, alors vous savez probablement que Renault, au départ, proposait une offre de leasing de batterie. Et ça reprenait finalement ce que disait Serge Pellissier tout à l'heure, hein, avec l'inquiétude sur la durée de vie de la batterie, etc. Quand on a introduit les premières générations, Zoé en particulier, évidemment, on voulait rassurer les clients sur le fait que s'il devait arriver quelque chose à la batterie, elle serait remplacée, ce qui était évidemment une clause importante. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On propose différentes formules, mais le leasing de batterie spécifiquement n'est pas inclus. On peut louer un véhicule électrique, avoir des LOA, etc., mais pas spécialement sur le véhicule électrique, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, 8 ans après, que finalement nos modèles de simulation sur le vieillissement des batteries étaient plutôt pessimistes. Et alors ça, c'est très heureux pour nous, constructeurs automobiles, hein, en tout cas pour nous, Renault, avec les choix qu'on avait fait à l'époque sur les chimies de batterie à lithium-ion en 2011-2012, c'est que finalement, on avait fixé un seuil en dessous duquel on aurait remplacé la batterie. Et en fait, ce seuil-là est très peu souvent atteint. C'est 75% de ce qu'on appelle l'état de charge de la batterie. Évidemment, ce seuil-là, il est très peu atteint, même après 7 ou 8 ans. Et les véhicules roulent beaucoup. On a eu des Zoé, et un certain nombre de Zoé, qui ont fait plus de 300 000 km en 5 ans. Donc, c'est quand même assez stupéfiant. C'est vraiment des véhicules avec des forts usages. Bien sûr, pour des flottes professionnelles et autres, mais ça roule quand même pas mal. Et puis, le dernier point que je voulais simplement dire, puis après, on aura l'occasion d'échanger pendant le débat, mais c'est que sur la charge, je pense que c'est un point vraiment fondamental, hein, le sujet de l'infrastructure de charge et donc derrière le dimensionnement des batteries. En fait, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos clients rechargent, alors ça fait partie aussi des premières générations qui ont acheté des véhicules électriques et qui sont souvent des urbains ou en maison de campagne d'ailleurs, mais avec la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une wallbox ou un point de recharge à domicile. Et donc la plupart des clients rechargent à domicile. Et finalement, ou sur leur lieu de travail de temps en temps, certains utilisent la possibilité offerte par les municipalités de disposer d'une place de stationnement gratuite quand on a un véhicule électrique et qu'on le recharge. Et donc finalement, c'est un effet qui se coule. Vous avez une place de stationnement en ville et en plus, vous pouvez recharger votre véhicule. Donc c'est un effet évidemment positif important. Mais finalement, les bornes publiques, et en particulier à forte puissance, hein, plus de 50 kW en DC,
sont relativement peu utilisés. Et donc, ça interpelle beaucoup sur, effectivement, je pense que les besoins en termes de recharge vont être très importants si on doit aller vers la charge ultra rapide, donc avec, on va dire, des puissances de charge supérieures à 250 kW. Mais en deçà, la charge domestique ou sur les lieux de travail ou dans les supermarchés ou en ville suffisent amplement. Alors, je ne sais pas, peut-être Serge Pellissier voudrait intervenir sur le sujet. Oui, ce que je peux juste rebondir sur un petit peu vos deux interventions, dont je partage tout à fait vos commentaires, mais j'en profite pour… ça me semble assez caractéristique moi, ce qui me semble être un peu, pas un défaut, mais un biais dans l'approche de l'électromobilité, c'est quelque part cette volonté de transférer ce qu'on fait en hydrocarbures, enfin en essence, en véhicule électrique. Better Place, c'était le fantasme de je veux recharger ma voiture électrique en 3 minutes. Alors, ça n'a pas marché. Il y a de nombreux problèmes économiques, il y a de nombreux problèmes techniques qui se posent. Et cette question aussi les charges rapides. Bon, on entend beaucoup il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup d'annonces sur tel constructeur annonce un chargeur de 300 kW, 120 kW, et on voit aussi des annonces sur la batterie qui se charge en 3 minutes ou en quelques… Et ça, je trouve que c'est un peu caractéristique quelque part d'un faux message, parce que comme ça a été rappelé par Philippe, les quelques bornes de recharge rapide, les bornes de recharge rapide actuellement en service sont très peu utilisées. Moi, un jour, je me suis arrêté à une station d'essence sur l'autoroute, et puis, je n'ai pas de voiture électrique, mais puis je suis allé voir, il y avait toute une série de bornes de recharge, et puis je suis allé voir pour curiosité, pour voir un peu je suis allé relever un connecteur, c'était bourré de toiles d'araignée, parce que c'est un magma de toiles d'araignée. Et donc, c'est un peu embêtant, parce qu'à la fois, ce discours, je trouve, c'est des investissements qui sont énormes. Hein. Une borne de recharge rapide, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire même plus. Donc, il y a des investissements. Et on voit parfois, moi, ça me fait un peu peine de voir des petites municipalités qui essaient de dire mais il faut qu'on mette une borne de recharge rapide sur la place parce que ça va. Mais après, ce n'est pas forcément utilisé. Après, il y a un autre problème, c'est que ça laisse croire aux gens que on va y arriver et que le véhicule électrique va se comporter comme le véhicule thermique et qu'on n'aura pas à changer nos habitudes, on n'aura pas à changer ce qu'on faisait. Et c'est ça qui me semble un peu problématique. Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que la mobilité électrique, pour qu'elle soit durable, ce n'est pas parce qu'elle va être électrique qu'elle va être durable. C'est parce qu'on va la changer. Et c'est voilà, un petit peu ce que je voulais dire. Aussi, peut-être, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais pour moi, ça a été un peu abordé aussi. Le problème de notre mobilité actuelle, c'est du tout pétrole, tout voiture. Et si on veut sortir de ça, il ne faut pas faire du tout voiture, tout électrique, parce que ça ne changera pas. Ce n'est pas simplement le miroir du tout voiture, tout pétrole, ça serait plutôt multimodal et multi-énergie. Donc, n'ayons pas peur de rechercher différentes solutions pour les différentes questions qui se posent. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Ben, je vais juste rebondir, après on passera la parole à Émeric. Je suis sûr que Émeric aura aussi des réactions. Mais je pense que alors je suis à 200% d'accord. Hein. Je suis à 200% d'accord. En fait, il faut bien comprendre que chez les constructeurs automobiles, il y a toujours des petites guerres internes. Hein. Il y a toujours plusieurs écoles, plusieurs façons de penser, hein, évidemment, et de voir les modèles. Et effectivement, même chez Renault, qui pourtant est un constructeur, on va dire, généraliste, on vise quand même le bas coût, en tout cas des offres abordables. Et donc, nécessairement, ces technologies forte puissance, ça ne va pas dans le sens d'un véhicule très abordable. Il y a eu des débats sur la charge très rapide. Il y a eu des débats sur ce qu'on appelle le 800 volts dans les véhicules et donc derrière les 350 kW. Jusqu'à présent, on a dit non. Donc, nous, aujourd'hui, on est un des rares constructeurs, finalement, automobiles à ne pas avoir d'offres avec des charges très rapides. Donc, on a été plutôt, nous, le leader pour avoir un chargeur embarqué qui faisait du 22 kW, donc qui restait, on va dire, relativement modéré. Et jusqu'à présent, on n'a pas commercialisé de véhicules avec des batteries supérieures à 50 kWh.
Et je pense que la course à la batterie de 90, 100 kWh et puis la charge très rapide, c'est effectivement probablement une hérésie. Et qu'en fait, c'est rater une opportunité historique qui est de reconsidérer complètement le rôle de l'automobile et de la mobilité électrique dans la société. Et ça, j'en suis absolument persuadé. Mais encore faut-il... Après, il y a la question de la communication vis-à-vis des clients et de la compréhension des clients. Il faut comprendre que c'est très compliqué. Alors, autour de la table, ici, on a beaucoup d'ingénieurs, donc c'est merveilleux. Enfin, c'est merveilleux. En tout cas, c'est un univers où on peut être rationnel, technique, parler kilowatts, kilowattheures. Pour un client particulier, pour un client, qu'est-ce que c'est compliqué l'électrique? Qu'est-ce que c'est compliqué? Les chargeurs qui sont tous différents. On parle de charges AC, alternatives, DC, et les chargeurs Tesla qui ne sont pas compatibles avec d'autres systèmes. Enfin, c'est extraordinairement compliqué. Et donc, ils veulent être rassurés. Donc, les clients veulent être rassurés. Et il faut les rassurer d'une certaine façon. Il faut les éduquer, en tout cas. Et je pense que ce travail d'éducation, c'est de notre responsabilité en tant que constructeur dans la communication, c'est aussi la responsabilité des pouvoirs publics d'expliquer finalement qu'on a une double révolution, là, une révolution de la mobilité, de l'industrie automobile et du système énergétique, et que ça va aboutir à une reconstruction de ce que c'est que l'automobile. Je pense que ces messages-là, dans le paysage, et industriel, économique et technique, et ces messages-là, il faut les appuyer. Donc, nous, on est prêts. La charge ultra rapide, aujourd'hui, c'est Porsche Taycan, c'est Losi e-tron, c'est des véhicules quand même premium, où ils sont obligés de se battre sur ces créneaux-là parce qu'ils avaient des clients vroom vroom qui ont toujours envie d'avoir de la performance. Mais aujourd'hui, le client, on va dire moyen, il n'a pas besoin de super performance, il n'a pas besoin de 800 km ou 1000 km d'autonomie sur un véhicule électrique comme on l'avait sur un véhicule diesel il y a 10 ans. Ça, il faut l'expliquer. C'est irrationnel. C'est totalement irrationnel. Donc pour l'instant, on échappe à ce travers chez Renault. Je ne sais pas combien de temps ça durera. Mais il est clair que, parce que sous la pression, effectivement, de la demande des clients, ça peut bouger vite. Mais je pense que cet effort d'éducation collective doit être fait par tous les acteurs. Merci beaucoup, Monsieur Schulz. Monsieur Fortin, est-ce que vous souhaitez compléter peut-être sur ce qui vient d'être dit par Monsieur Schulz, notamment en ce qui concerne l'éducation? Est-ce qu'il suffit d'informer les gens? Voilà, comment est-ce que vous voyez la chose sur le sujet? Alors, sur les deux interventions, on est complètement d'accord qu'on est bien sur un changement systémique et qu'effectivement, pour l'instant, on n'a pas réussi à l'envisager comme tel. Et donc, globalement, la durabilité de la mobilité, elle passe essentiellement par 4 axes. Le premier, c'est la réduction des kilomètres parcourus. Donc là, c'est vraiment des questions d'organisation spatiale des villes et puis de nos activités. Le deuxième axe, c'est effectivement le report modal, c'est-à-dire essayer de reporter nos déplacements vers des modes qui soient plus efficaces énergétiquement ou en tout cas moins émetteurs. Le troisième axe, c'est le changement des carburants, effectivement, dont l'électricité fait partie, mais il y a d'autres choses, et même dans l'électricité, il y a différentes formes, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a peut-être des potentialités autour des agrocarburants, par exemple, qui pourront certainement pas assurer tout ce que le pétrole fait aujourd'hui, mais qui pourrait être typiquement en complément de l'électrique sur la courte distance, faire des choses en longue distance. Enfin, en tout cas, il y a peut-être des choses à réfléchir sur le mélange des carburants, évidemment avec des solutions régionalisées, puisque les capacités à les produire dépendent aussi des endroits où on se trouve. Et puis, il y a effectivement après l'amélioration de l'efficacité énergétique de chacun des vecteurs de mobilité avec le travail sur la réduction des frottements, etc. Quand on regarde un petit peu ce que nous dit la stratégie nationale bas carbone sur ce sujet-là, il est clair que en fait, l'essentiel de la stratégie nationale bas carbone reste centré sur la défossilisation de l'énergie, point barre. Que les autres éléments, la stratégie nationale bas carbone envisage qu'on continue d'augmenter le nombre de kilomètres parcourus de 26% d'ici 2050, qu'on améliore un petit peu effectivement les taux de remplissage, que ça permette de baisser de 10% nos émissions de CO2, qu'on améliore un peu le report modal, là aussi, de l'ordre de 10%,
Et puis, donc, l'essentiel reste effectivement le point technique. Donc, on voit que la révolution que Philippe ou Serge appellent de leur vœu et à laquelle je souscris complètement, hein, qui est un changement de paradigme de nos mobilités, pour l'instant, elle n'est pas sur la table. Le problème, c'est que, en même temps que cette révolution n'est pas sur la table, les injonctions environnementales le sont, elles, sur la table, et c'est tant mieux quelque part, au regard de l'urgence d'agir pour le maintien de la biosphère. Mais du coup, on voit qu'on s'engage effectivement sur des chemins qui ne sont pas les bons, parce qu'on répond d'une mauvaise manière à des injonctions environnementales qui sont pertinentes. Et je crains que du coup, ça nous mette sur un mauvais chemin. Et donc, qu'on soit effectivement vraiment à l'inverse d'un développement durable, c'est-à-dire on va bien être sur quelque chose qui vise à améliorer la performance environnementale, mais en choisissant un système qui, lui, n'est pas le bon. Donc, c'est effectivement, je pense qu'on partage tout ça. Le problème, c'est est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'on n'a pas déjà des effets de cliquet qui sont en train de s'installer? On avait par exemple un projet qui s'appelle le projet Corridor, que peut-être Serge connaît mieux que moi, hein, qui était justement l'idée de dire, dans le plan de déploiement des bornes de recharge, peut-être que l'urgence, c'est justement de les déployer sur des autoroutes, le long effectivement d'infrastructures de transport qui permettent de la longue distance, justement pour dire, au quotidien, on constate qu'effectivement la charge se fait plutôt à domicile ou sur le lieu de travail, mais effectivement, si je veux partir en vacances, il faut que je puisse me recharger de point en point, plutôt avec de la charge semi-rapide, voire rapide, pour que mon trajet ne dure pas 3 jours non plus. Bon, on voit que ce projet n'a pas fonctionné. Alors là non plus, je n'ai pas complètement tous les éléments historiques sur l'échec de Corridor. Est-ce que c'est peut-être que Philippe ou Serge pourront éclairer ça, mais voilà. Et donc je pense que l'enjeu, il va être vraiment de dire, du coup, quel serait le nouveau système qui répondrait. Et on voit effectivement que le véhicule électrique, il a sa pertinence dans un certain nombre d'usages de mobilité, qui sont des usages pour lesquels, effectivement, je ne vais pas pouvoir massifier. Donc, ça va être difficile de faire du transport collectif. Je vais être sur des courtes distances, donc je ne vais pas avoir besoin, effectivement, d'embarquer 300 kg de batterie, qui, en plus d'être 300 kg, que j'emporte en permanence, et donc qui pèsent sur ma consommation, sont quand même 300 kg de matière, dont l'extraction a quand même été très coûteuse pour l'environnement. Et ça, c'est plus ou moins bien pris en compte. C'est en compte dans les débats, mais on voit que quand on cherche à le chiffrer, c'est pas trivial. Donc, plutôt des petites batteries, etc. Et puis, du coup, il faut que dans le système, j'ai autre chose qui réponde à la longue distance. Et là, il y a plusieurs alternatives possibles, mais j'ai déjà parlé trop longtemps. Je vais laisser Serge et Philippe réagir. Alors, oui, écoutez, Monsieur Fortin, vous venez de faire une très bonne transition avec notre seconde partie. Donc, on va peut-être donner la parole à Monsieur Pellissier. D'abord à Tanguy pour introduire. Non, mais oui, parce que vous avez souligné toute la complexité en fait de la mobilité électrique, puisque bon, c'est un sujet très complexe. Et du coup, moi, je voudrais me diriger vers vous, Monsieur Pellissier. Finalement, est-ce que c'est un peu utopiste de se dire que toute la solution viendra de la technique, ou est-ce que finalement la solution ne viendra pas d'un changement de comportement ou d'un changement profond de la société? Alors, ça a été évoqué déjà. Effectivement, on est à peu près d'accord là-dessus, les trois intervenants, sur le fait que la réussite d'une mobilité durable électrique nécessite de dépasser le cadre purement technologique. Émeric a rappelé les 4 piliers qui sont indispensables. Il a aussi mentionné le fait que on focalise peut-être un peu trop sur la technologie. Et je partage son avis. Moi, dont le prisme d'entrée, c'est vraiment la technologie, puisque je travaille sur la batterie. Moi, je suis intimement persuadé que il faut impérativement envisager ce qui a été dit aussi, révolutionner un petit peu nos modes de transport. Je crois que si on s'entête, si on s'obstine à vouloir, comme j'ai dit tout à l'heure,
basculer du tout pétrole, tout voiture à tout électrique, tout voiture, c'est sûr qu'on va sur un échec. Et je pense même qu'on peut effectivement, ça peut être vraiment beaucoup plus contre-productif. Parce que on peut imaginer, enfin, je ne suis pas en train de démolir la voiture électrique, qui a des énormes qualités et qui est extrêmement bien adaptée pour certaines choses, mais on peut très bien dessiner une électromobilité de cauchemar. C'est facile, on peut imaginer ça. Hein. On met 600 kg de batterie dans tous les véhicules électriques, on imagine des bornes de recharge de 150 ou 200 kW tous les 3 km, et c'est un pur cauchemar environnemental et tout. Enfin, donc, c'est pas là-dessus qu'il faut qu'on aille. Par contre, la mobilité électrique, moi j'en suis intimement persuadé, a toute sa place, a toute sa force. Le véhicule électrique a toute sa force dans un paysage, dans une mobilité durable. Alors, Émeric a parlé un petit peu du poids environnemental de la batterie. Effectivement, on en parle beaucoup. Comme il a dit, Émeric, c'est un peu c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que principalement, pour faire, je pense que les gens sont un peu peut-être autour de la table ont entendu parler d'analyse de cycle de vie nécessaire. On ne peut pas regarder juste un petit morceau de la vie du véhicule ou d'une batterie. Il faut vraiment regarder l'ensemble, la construction, la fabrication, les matériaux et puis son recyclage. Et quand on veut donc effectivement faire ça, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de données à collecter, mais c'est surtout que pour le moment, les données ne sont pratiquement pas disponibles. Parce que pour pouvoir travailler sur de la CV batterie, il faudrait que les constructeurs batteries nous disent, ben voilà, pour faire ma batterie, je vais mettre exactement tel et tel ingrédient, je vais faire tel et tel process, telle température pendant telle durée avec tel produit. Bon, tout ça, c'est absolument impossible parce que pour le moment, il y a des secrets industriels, il y a des enjeux industriels compréhensibles qui bloquent tout ça. Et donc, cet ACV de batterie est pénalisé pour le moment. Alors, les chercheurs qui travaillent là-dessus essayent de faire avec des hypothèses, prennent des valeurs moyennes, des choses comme ça. Mais ils se plaignent d'ailleurs, il y a des rapports qui sont publiés en disant nous, on n'a pas assez de données, on n'a pas des données transparentes. Et donc, c'est important que, d'une part, la prise de conscience des citoyennes, de nous tous autour de la table, elle est d'une part effectivement en fait que si on veut une mobilité durable, il faut qu'on s'attende à qu'on soit prêt à changer des choses dans nos habitudes. Et deux, ça a été dit un peu aussi, il faut qu'au niveau réglementaire, on soit capable, on sache qu'il faut peser sur la réglementation pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place, pour qu'il y ait une transparence sur les données environnementales des batteries. Parce que je comprends que les industriels ne vont pas mettre sur la table tout ça comme ça, mais il faut justement, petit à petit, mettre une pression pour que ça puisse se faire, pour qu'on puisse pour qu'on puisse identifier les points fragiles de l'électromobilité, parce qu'il y en a, et qu'on puisse les améliorer. Voilà, je m'arrête là parce que on est tous un petit peu passionnés et on peut vite se laisser entraîner sur les choses. Donc voilà. Je vais peut-être répondre sur ça, ou compléter en tout cas sur certains des points là qui viennent d'être soulevés et qui sont très intéressants. Alors d'abord, effectivement, je rejoins totalement Serge Pellissier. La technologie, c'est jamais une fin, c'est jamais qu'un moyen. Donc encore faut-il savoir quelle est la question posée pour bien répondre. Mais effectivement, c'est vraiment qu'un moyen. Ceci étant, la technologie, c'est quand même aussi, ce sont aussi des progrès technologiques qui nous permettent aujourd'hui d'espérer pouvoir concrétiser une mobilité électrique raisonnable. Et après, c'est le terme raisonnable qui va être important dans la question. Je vais prendre un exemple très concret d'abord. Ça, c'est le premier point. Je prends un exemple très concret. Zoé, véhicule introduit en 2012. 3 générations de Zoé, 3 générations de batteries dans Zoé. On n'a pas changé le véhicule, on n'a pas changé d'usine, on n'a pas changé l'emplacement pour la batterie. C'est-à-dire dans le même volume de batterie que nous avions en 2012, on a multiplié par 2,5 la densité d'énergie, la quantité d'énergie contenue à isovolume. C'est-à-dire à même volume, on a le même pack, simplement il contient 2,5 fois plus d'énergie. Donc la batterie que l'on avait dans la Zoé en 2012 permettait de faire 120-130 km. Aujourd'hui, elle permet d'en faire, on va dire, entre 350 et 400 km en usage réel. Donc ça, c'est purement un progrès technologique. Et donc, le poids n'a quasiment pas été modifié. On a dû prendre 5 à 10 kilos
sur les 3 générations de batteries, parce qu'on a fait aussi des progrès sur les matériaux du casing, etc. Donc, la technologie, quand elle est bien utilisée, elle peut aboutir à des vrais progrès significatifs sur qu'on augmente la masse, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, alors là, je vous rejoins complètement sur les analyses de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie et l'aspect réglementation, directive, etc. D'abord, il faut quand même saluer le fait que l'Europe propose une directive sur un projet de directive sur les batteries en demandant clairement, en fixant clairement un cadre pour l'ensemble des producteurs de batteries et donc pour les utilisateurs, les constructeurs qui vont utiliser ces batteries, avec un jalonnement sur la décennie à venir sur les données à publier, à intégrer. Et donc ça, je pense que ça, c'est un élément positif. Alors, il se trouve que Renault, comme on était quand même, quand on a introduit le véhicule électrique, il y a eu beaucoup de débats environnementaux à l'époque. Il y en a toujours, évidemment, mais il y en avait beaucoup. On s'était fixé comme objectif de publier des analyses de cycle de vie et même de faire effectuer des audits par des tiers. Et donc, il y a eu des audits, on a publié des analyses de cycle de vie sur les batteries. On vient d'annoncer là en avril un plan climat avec des objectifs de réduction de CO2 et puis d'analyse de cycle de vie. Là aussi, on a fait un certain nombre d'annonces et on publiera les éléments, ces rapports techniques, notamment sur les véhicules électrifiés, parce qu'effectivement, c'est important. Alors, évidemment, il n'y aura pas tout le détail, c'est-à-dire que par rapport à ce que Serge Pélissier décrivait, le processus de fabrication d'une batterie, il ne sera pas détaillé. Par contre, la composition de la batterie en termes de métaux contenus, d'origine, parce qu'on va nous demander de plus en plus de préciser quelle est l'origine des métaux utilisés. Donc ça sera effectivement publié. Et le dernier point que je voulais soulever sur les batteries, c'est qu'on aurait tort de considérer le véhicule électrique comme étant uniquement un acteur de la mobilité électrique. Alors, d'abord, premièrement, parce que les batteries peuvent avoir une deuxième vie hors automobile, donc sur des applications stationnaires comme moyen de stockage d'électricité, et que ça va se répandre de plus en plus. Et le deuxième point, c'est que la grande révolution à laquelle on va assister là, dans la décennie à venir, ça va être la connexion réversible au réseau électrique, qui va permettre finalement, pendant les périodes où la batterie ou le véhicule ne sera pas utilisé en tant que véhicule, mais sera connecté au réseau, eh bien d'injecter potentiellement donc, sur le réseau pendant les heures de pointe de l'électricité résiduelle contenue dans la batterie et inversement de charger la batterie pendant les heures creuses, hein, pendant les heures où le réseau est peu sollicité et où on a finalement la base qui fonctionne. Et donc, finalement, cette conjonction ça va éteindre l'usage du véhicule en dehors du monde automobile. Ça, je pense que c'est vraiment une révolution à laquelle on est encore tous relativement plus préparés et qui aura aussi des incidences très fortes. Merci beaucoup. Mais donc, on a beaucoup parlé du véhicule à batterie électrique. Mais est-ce que les solutions comme l'hydrogène ou l'auto-train représentent aussi des solutions pour gérer la longue distance, comme aussi les routes à caténaire? Monsieur Fortin, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Très rapidement, sur la longue distance, effectivement, donc il y a deux dimensions. D'abord, le fait de dire que la longue distance, on ne la fera peut-être pas avec le même véhicule. Et donc, il y a une dimension servicielle qui consiste à dire, vous avez votre véhicule qui vous sert 90% du temps pour faire vos déplacements quotidiens, et celui qui vous sert 5 ou 10% du temps, vous n'en êtes pas propriétaire, vous le louez. Donc ça, c'est une première dimension, c'est séparer, sortir de la logique couteau suisse qui fait qu'on a toujours un énorme monospace alors qu'on est tout seul dedans pour aller au travail. Alors après, effectivement, sur les alternatives, il y en a plusieurs. Donc, il y a cette alternative servicielle. Il y a une alternative qui consiste à dire, je peux peut-être réfléchir à augmenter temporairement le stack de batterie que j'embarque pour faire de la longue distance, hein, avec des logiques effectivement de stack externe qui pourraient être envisagées. Bon, pour l'instant, c'est des réflexions, mais il n'y a pas vraiment de grosses avancées, en tout cas de prototypage là-dessus. Il y a la question effectivement de Pardon ? Moi, si, ça existe. Il y a des gens des sociétés qui ont essayé de mettre des petites batteries sur des remorques. Et on venait mettre une remorque dans laquelle il y avait une batterie pour faire un plus grand déplacement. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a eu un projet sur le sujet aussi. On l'a abandonné. Voilà, c'est ça. Moi, c'est l'abandon que j'avais
en tête et donc c'est pour dire que voilà, c'est étudié, mais bon, en tout cas, voilà, il y a cette réflexion-là. Il y a effectivement la réflexion de la charge continue, alors soit par induction, soit par caténaire. Alors caténaire, ce serait pour des camions, par induction pour des véhicules, mais on a des coûts d'infrastructure qui seraient assez inenvisageables. Et ce qui est d'ailleurs assez frappant, c'est de voir à quel point les acteurs des sociétés d'autoroutes sont absolument pas, c'est pas dans leur scope, quoi. La charge par induction, c'est pas dans leur scope. Donc on n'y est pas du tout. C'est là où je dis, voilà, il va y avoir une dépendance au chemin suivi. On va construire des solutions peut-être en urgence et qui vont quand même nous mettre sur une voie qui est pas forcément la bonne. Et puis après, effectivement, il y a la solution de l'autotrain, hein, de développer l'autotrain et donc de dire, bah, OK, vous gardez votre véhicule, mais votre véhicule, il peut faire que de la courte distance et donc la longue distance, vous le mettez sur un train pour accompagner ça. Mais on voit que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'investissement fort sur ces questions-là et que, encore une fois, comme on l'évoquait tout à l'heure, les choses ne sont pas pensées en ces termes-là. Et donc, on a du mal effectivement à avoir une approche particulière sur la longue distance, alors que, c'est pas pour saluer mon camarade Philippe, mais on voit qu'il y a un véhicule là, moi, qui je trouve très intéressant, qui est la Dacia Spring, parce que justement, on voit que c'est un véhicule qui n'est plus un couteau suisse. Voilà, c'est un véhicule alors, qui n'est pas un tout petit véhicule comme le Twizy, etc., où là, c'est évident que c'est purement urbain. C'est quand même quelque chose qui ressemble à une voiture, mais qui a une très petite autonomie, même si c'est un peu plus de 200 km, mais justement avec une petite batterie, un petit moteur, et qui n'est pas fait pour faire de la longue distance. On peut faire on peut partir en week-end pas très loin, mais ce n'est pas fait pour faire 500 km d'autoroute, et du coup, c'est pas cher. Donc, c'est quelque chose qui est bien calibré en termes de besoins, et qui, du coup, nécessite d'être complété par autre chose pour cette longue distance. Et pour l'instant, ces objets-là, ils n'apparaissent pas. En tout cas, me semble-t-il. Ouais, merci Ulrich. Juste, effectivement, par rapport aux objets de mobilité électrique, je pense que c'est une vraie question, hein, de savoir s'il faut repenser l'automobile en dehors de l'automobile. On avait essayé de le faire avec Twizy, qui était quand même un objet un peu exotique, hein, on va dire, à l'époque, quand on l'a sorti, qui continue à vivre sa vie, hein, on en vend encore un peu, mais c'est vrai que c'est assez cher pour un véhicule de ce gabarit. Donc, on a tenté Spring. Alors, Spring, c'est moi qui l'ai lancé à l'époque, donc, et puis qui l'ai suivi, et j'ai envoyé un certain nombre d'expatriés en Chine pour le fabriquer, parce qu'il est quand même fabriqué en Chine. Il faut le dire, hein, parce que sinon, on n'arriverait pas à atteindre ces niveaux de coût. Mais c'est vrai qu'effectivement, on a fait le choix d'avoir un moteur de 35 kW, ce qui est quand même très, très peu par rapport à nos véhicules électriques qui sont plutôt autour de 80-100 kW, et d'avoir une petite batterie. On va voir ce que ça donne, et on l'a réservé d'abord à des usages urbains essentiellement, hein, mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, jusqu'à présent, tous ceux qui ont tenté d'introduire des véhicules un peu, on va dire, décalés, qui ne sont pas des clones de l'automobile classique, ont raté. Donc pour l'instant, ça n'a pas marché, hein. Alors, il faut espérer que ça puisse évoluer, mais pour l'instant, ça n'a pas marché. Puis, deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est par rapport à l'hydrogène et aux piles à combustible. Moi, j'ai été un peu rattrapé là par mon passé, puisque l'hydrogène, je connaissais ça depuis un certain temps. Avant de rentrer chez avant de rentrer chez Renault en 2004, j'étais chez Total, et le dernier poste que j'avais chez Total, c'était effectivement notamment de développer les technologies hydrogène et piles à combustible. Donc, on a fait les premières stations à hydrogène en Allemagne, notamment, Berlin, Munich, puis Bruxelles. Et un peu comme Serge Pélissier, j'ai pu expérimenter le fait que quand j'allais voir la station hydrogène, il y avait souvent des toiles d'araignée sur les pistolets à hydrogène. C'était exactement pour les mêmes sujets. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait assez peu de véhicules, même si on en parlait beaucoup à hydrogène. Ça revient pour d'autres raisons aujourd'hui, essentiellement la longue distance, pour adresser la question de la longue distance, hein, sur de l'électrification. Il n'empêche que les verrous qui existaient il y a 20 ans restent vrais, hein, aujourd'hui. C'est ceux de la production d'hydrogène, du transport, de la distribution, du stockage d'hydrogène. Ouais. Que ce soit liquéfié ou que ce soit gazeux, haute pression, ou liquéfié, moins 250 degrés. Donc, c'est vraiment des questions importantes qui ne sont toujours pas résolues. On a décidé, nous, Renault, de déployer l'hydrogène pour des applications uniquement véhicules utilitaires, flotte captive.
Et donc, avec finalement un taux de rotation important, flotte captive, donc il n'y a pas vraiment d'infrastructure ou de déploiement massif d'infrastructure hydrogène. Hein. Donc, on a annoncé un partenariat, enfin une joint venture avec une société américaine, Plug Power, et donc on va réserver ces applications-là à des flottes, hein, et pour des véhicules utilitaires uniquement. Je me permets de vous interrompre, je suis désolé, il nous reste 4 minutes pour conclure et pour éventuellement avoir la place pour certaines questions. Monsieur Pellissier, est-ce que vous souhaitez réagir très très rapidement à ce qui vient d'être mentionné? Alors, je suis d'accord avec ce qui s'est dit. Et puis, si on veut laisser la place à une ou deux questions, il vaut peut-être mieux que je me taise. Donc, sinon, j'aurais effectivement plein de choses à… Mais je suis d'accord et je partage tout ce qui a été dit. Donc, si vous voulez laisser la place à une question, c'est peut-être le moment. Ah bah écoutez, merci beaucoup. On avait envisagé pour conclure de vous faire dire le mot de la fin, chaque intervenant. Je ne sais pas si vous souhaitez toujours… Non, mais je pense que la remarque de Serge est bonne, c'est-à-dire que s'il y a des questions des participants, je pense que c'est mieux qu'on puisse répondre aux questions éventuelles. Hein, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et on fera le point de situation. Pour voir ce qui se passera. Merci beaucoup. Prenons les questions plutôt. Merci beaucoup à vous et voilà, donc on est disponible pour des questions. Les rescapés y a-t-il des gens qui… N'hésitez pas à poser des questions, hein, parce que j'imagine que ce sont essentiellement des étudiants du master qui sont connectés, c'est ça? Alors, non, pas que. Pas que. Non. Mais posez toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de tabou. Mais alors, s'il y a… oui, je vois Madame Sanchez qui lève la main. Oui, allez-y, madame. Bonjour, merci à tous pour ces échanges. Moi, je vais te poser une question qui va rejoindre un petit peu celle que j'ai faite auparavant, c'est-à-dire qu'en France, d'après vos témoignages, les tentatives qui ont été faites n'ont pas été vraiment, les gens n'ont pas accroché pour de multiples raisons. Est-ce que vous savez, au niveau entreprise, puisque on a Renault, est-ce que vous savez si dans d'autres pays, les pays du Nord, par exemple, qui sont toujours un peu plus en avance quant à ce genre d'options, est-ce que ces propositions ont mieux fonctionné, donc dans cette zone géographique ou ailleurs? Merci pour votre réponse. Merci pour votre question. Alors d'abord, je vais modérer un tout petit peu le commentaire, c'est-à-dire que ça accroche, mais lentement. C'est-à-dire que ça accroche. Aujourd'hui, on a aujourd'hui à peu près, on va dire, 4 à 5% par exemple de nos ventes de véhicules en France qui sont des véhicules purement électriques. Hein. Et la gamme électrifiée de Renault, c'est 23% des ventes là, sur les 4 premiers mois de l'année. Je n'ai pas le chiffre à fin mai, mais à fin avril, c'était presque un quart de nos ventes qui étaient des véhicules électrifiés. Donc ça commence à accrocher. Après, effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a un certain nombre de pays, on pense en particulier à la Norvège, qui a mis en place un certain nombre d'incitations très variées, politiques publiques, qui ont permis finalement d'aller plus vite à des taux de pénétration au-dessus de 50%. Hein. Donc, c'est vraiment très important. Ça reste assez exceptionnel. Mais bon, après, c'est une question d'acceptabilité sociale, de visibilité aussi de la technologie. Et je pense que ça va aller en progressant. Enfin, il y a des courbes d'apprentissage pour toutes les introductions de technologie, hein, mais les véhicules n'y échappent pas. Et juste un petit complément, une question de géographie aussi, c'est-à-dire que c'est évidemment plus facile pour un pays dont les distances, au sein desquelles les distances parcourues sont généralement plus faibles parce que plus petits, de passer effectivement à une mobilité qui implique une autonomie moindre. Donc, c'est vrai qu'on peut dire, oui, en fait, la Norvège, le Danemark, ils s'y sont allés plus vite aussi parce qu'ils n'avaient pas des constructeurs automobiles pour faire du lobbying et un peu de conservatisme. Ça, c'est une forme de vision, mais ils ont aussi des géographies qui facilitent malgré tout le passage à l'électrique. Voilà. Mais on voit aussi, et je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est que par exemple, le deux roues s'est beaucoup développé en zone urbaine parce qu'il était une alternative crédible à la voiture. Il offre autre chose, mais à un coût qui est très différent de celui d'une voiture. Et donc, on voit bien que les objets de mobilité innovants
si on veut qu'il soit adopté, eh ben, il faut quelque part il se rapproche de ce cahier des charges-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était un peu l'idée de Twizy, hein, d'avoir un véhicule peu cher, mais il est quand même beaucoup plus cher qu'un 2 roues, alors que finalement, il n'abritait pas des intempéries, etc. Donc, on voit que le cahier des charges, il est vraiment pas facile à trouver. La Citroën a mis quelque part une sorte de Twizy qui protège des intempéries. Elle n'a pas l'air de se vendre beaucoup plus. Voilà. Donc, on voit que ces véhicules-là, intermédiaires entre le 2 roues et le 4 roues, ils ont du mal à trouver leur marché, mais peut-être que ça viendra. Mais moi, je voudrais juste effectivement dire que oui, je partage le fait, et la remarque est très judicieuse, de dire que toutes les tentatives pour essayer de sortir du schéma classique de la voiture ont été quand même un peu infructueuses. C'est certainement vrai, mais il me semble que ça doit nous encourager à continuer à travailler dans cette direction, parce que c'est sûr que c'est pas facile de changer de comportement, c'est pas facile de changer d'habitude. Et nous, je me mets dedans, on est tous concernés par ça. Et donc, mais c'est vraiment là, je pense, la clé du succès. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que le message est donc complexe. C'est sûr qu'un message la voiture électrique est idéale et va tout vous faire, c'est simple, c'est facile. Le message d'une multimodalité, à quel moment utiliser telle ou telle chose, pourquoi il ne faut pas dans ce cas utiliser le véhicule électrique, ça c'est vrai qu'il y a de la pédagogie à faire. Et puis il faut aussi modifier la grosse difficulté, c'est qu'il y a à la fois une modification individuelle et une modification du système. Parce que, je prends un exemple tout bête. Quand on dit, effectivement, ça a été évoqué, il faudrait pouvoir louer des voitures, pouvoir louer facilement une voiture plus grosse quand on a besoin. Mais tel que c'est organisé maintenant, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les loueurs de voitures, maintenant, il n'y en a pratiquement plus. C'est autour des gares, des aéroports. Vous êtes dans une ville, vous voulez avoir un loueur de voiture, vous n'en avez pas. Et donc, il y a toute une chose à repenser parce que, effectivement, quand on se projette comme ça en disant, mais si demain, moi, je veux louer une voiture, il faut que j'aille, je peux pas, c'est pas possible, il faut que j'aille trop loin. Donc, c'est vraiment tout ce système qui nécessite d'être repensé, et ça, c'est très compliqué, c'est très lourd, et il ne faut pas se décourager. Voilà ce que je voudrais dire comme mot de la fin. Si je peux rajouter juste un élément, on voit bien du coup que derrière tout ça, il y a la question des financements. Qui finance quoi? Voilà. Aujourd'hui, l'argent public dans la mobilité, il va plutôt effectivement soit au soutien à l'électrification des particuliers, soit dans les transports collectifs. On voit bien que là, quelque part, on a besoin que ce système, en tant que système, soit parfois financé, parce que probablement qu'un acteur privé ne va pas arriver à rentabiliser la location de véhicules pour de la longue distance, parce que tout le monde les voudra en même temps, parce que ce sera une activité très saisonnière. Donc là, il y aura probablement besoin de réfléchir à comment l'argent public doit accompagner justement cette transformation du système. Et puis juste aussi une petite parenthèse pour répondre à votre question. En Chine, quand même, on a eu 800 millions de micro-véhicules urbains qui se sont développés, des micro-véhicules électriques, hein, alors qu'on avait aussi beaucoup de 2 roues électriques. Mais voilà, la voiturette électrique en Chine a connu un boom extrêmement fort. Donc, on voit aussi que ça dépend des cultures et encore une fois de la dépendance au chemin suivi. Quand on vient du 2 roues, on va plus facilement à la voiturette que quand on vient du 4 roues. Il y a une personne qui souhaite… Oui, bonjour. Alors, je vais poser peut-être une question naïve et peut-être que vous en avez déjà parlé, mais je ne m'en suis pas rendu compte. Moi, le gros frein pour moi, c'est que les voitures électriques égale centrale nucléaire, égale déchets radioactifs et difficiles plus que difficiles qui restent longtemps, et voilà. Et donc, pour moi, c'est un gros frein. Et qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Alors, je me lance peut-être. Oui, alors il y a peut-être d'autres manières, parce qu'en fait, on me parle beaucoup du vélo électrique, des voitures électriques, comme si c'était la super solution. Mais d'un côté, je me dis, oui, c'est super, ça ne pollue pas, ça c'est certain, ça fait beaucoup moins de bruit, c'est très, très bien. Mais en même temps, il y a peut-être diverses manières d'avoir l'électricité, mais voilà, c'est une question que je me pose. La question, effectivement, d'associer véhicules électriques à centrales nucléaires,
est une… C'est des raccourcis, certainement. C'est un raccourci, mais il faut préciser parce que c'est vrai et c'est pas vrai à la fois. Si vous regardez si on regarde l'énergie, et si on dit, ben voilà, prenons 1 million de véhicules électriques qui font, comme la plupart des véhicules électriques, enfin, comme la plupart des véhicules, 50 km par jour, on regarde la consommation que ça entraîne d'électricité. Si on fait ce calcul, 1 million de véhicules, actuellement, on en a 150 000 en France, de véhicules électriques à peu près. Bon, 1 million de véhicules électriques qui circulent tous les jours, on peut calculer la quantité d'énergie que ça représente. Et quand on le ramène à la production nationale, annuelle, vous êtes moins d'1% de la production d'électricité. Donc, ça veut dire que pour faire rouler 1 million de véhicules électriques tous les jours, vous n'avez absolument pas besoin de construire aucune centrale nucléaire en plus. Par contre, là où il faut faire attention, c'est si vous regardez en puissance. Parce que si on dit, OK, je prends 1 million de véhicules électriques qui se chargent à 22 kW, là, il faut construire très, très vite un certain nombre de centrales nucléaires. Mais c'est tout à la question. Donc, c'est ce que quand je disais, l'électromobilité peut être cauchemar. Oui, si on s'y prend mal. Mais si on reste sur l'électromobilité avec des charges lentes, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, donc, le lien véhicule électrique, centrale nucléaire, c'est un raccourci qui doit quand même être précisé parce que ce n'est pas aussi direct. D'ailleurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il ne faut pas que c'est pas parce que l'électrique ou d'autres modes peuvent être utiles, enfin, qu'il faut faire que ça. Par exemple, ce qui me dérange, mais là, c'est pas par rapport à la voiture électrique, hein, là, c'est par rapport au vélo électrique, où on donne des subventions pour les vélos électriques et qu'on oublie qu'on peut tout simplement pédaler et aussi acheter un vélo et avoir une subvention, par exemple, pour un vélo pas électrique. Donc, c'est comme vous disiez, c'est aussi ne pas encourager à prendre que sa voiture, quoi. C'est penser qu'il y a d'autres modes et qui ne polluent pas. D'accord, mais très bien, merci beaucoup pour la réponse. Très bien. Et juste un petit complément, une phrase pour dire que de toute façon, l'électricité propre, c'est la première brique de n'importe quelle transition énergétique. Donc, de toute façon, si on n'a pas d'électricité propre, et effectivement, ça pose la question de savoir comment je la produis, c'est pas trivial. Mais là, il n'y a pas d'autre solution que de rendre notre électricité propre. Ça, c'est… Oui, absolument. Mais par contre, il y a quand même quelque part ce qu'il faut se dire, et je rejoins, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit, donc absolument qu'après. L'avantage quand même d'un véhicule électrique par rapport à un véhicule à essence ou diesel, c'est que d'abord, un véhicule essence diesel, le pétrole, je ne suis pas très sûr que ce soit très, très propre non plus. Et surtout, le bilan environnemental d'un véhicule à essence, il reste le même. C'est-à-dire que vous achetez un véhicule à essence aujourd'hui, vous allez faire le plein d'essence demain, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera toujours la même essence et il aura toujours le même bilan environnemental. Un véhicule électrique, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que si la France décide, par exemple, demain, de réduire son parc nucléaire et puis de mettre un peu plus de solaire ou autre, et bien finalement, l'électricité qui sera absorbée dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, plutôt dans 10 ans, parce que les échelles sont quand même longues pour les investissements énergétiques, sera différente. Et inversement, comme on a plutôt une décarbonisation de l'électricité au cours du temps, on remplace des vieilles centrales au charbon par des centrales au gaz, c'est quand même un peu mieux, puis c'est moins polluant. Et ben donc, globalement, le bilan environnemental s'améliore au cours du temps sur un véhicule. Ça, c'est quand même aussi totalement nouveau. Hein. C'est totalement nouveau. Je suis désolée, je vais devoir vous couper puisqu'il est 17h40 et la fin était prévue à 17h30, mais voilà, c'était très intéressant et ça me semblait important effectivement de pouvoir répondre à la question de Sylvie. Donc, merci à tous les trois, à Aymeric, à Serge et à Philippe. Et puis, merci à Nicolas et Tanguy qui ont très bien animé cette table ronde. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis n'hésitez pas à participer aux autres événements de la Semaine verte européenne. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.